Elle a payé ses études, élevé ses enfants. Il l'a quittée pour une autre 3 mois après le divorce. J'ai dit aux femmes de fuir les hommes pauvres. L'histoire d'une femme qui a tout sacrifié. Prologue. Il y a des lettres qu'on écrit pour être lues, et puis il y a les lettres qu'on écrit parce qu'on n'a plus personne à qui parler. Celle-ci appartenait à la deuxième catégorie. Elle circulait sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Des milliers de personnes l'avaient partagée. Des femmes disaient « Elle a dit tout haut ce que beaucoup vivent en silence ». Des hommes répondaient « Elle cherche seulement à salir son ex-mari ». D'autres disaient « 10 ans de mariage et elle expose tout sur Internet ». Et moi, lorsque cette histoire est arrivée jusqu'à moi, j'ai décidé de commencer par une chose, lire, pas commenter, pas juger, lire. Parce qu'avant de comprendre une séparation, il faut parfois entendre la personne qui a passé 10 ans à retenir ses larmes. La lettre disait notamment, après 10 années d'esclavage, j'ai dû te donner un chèque pour que tu me laisses enfin tranquille pour aller refaire ta vie avec ta vraie femme. Elle racontait avoir travaillé jusqu'à 16 heures par jour. Elle expliquait avoir payé une partie des études de médecine de son mari. Elle racontait avoir nourri, habillé et soutenu cet homme pendant des années. Elle disait avoir élevé les enfants. Elle racontait les sacrifices, les factures, les repas, les vêtements, les études, les responsabilités et surtout, elle racontait cette impression terrible d'avoir construit la vie d'un autre pendant que la scène disparaissait lentement. Puis venait la phrase qui faisait particulièrement mal. Même une culotte à mes enfants, tu n'as jamais acheté. Et pourtant, selon son récit, lorsqu'elle-même s'achetait quelque chose après avoir travaillé durement, il trouvait le moyen de lui reprocher ses dépenses. Puis elle racontait quelque chose d'encore plus douloureux. Après le divorce, quelques mois seulement avaient suffi pour que son ex-mari se fiance. Puis il s'était remarié avec une autre femme. Une femme qui allait entrer directement dans la vie qu'elle avait contribué à construire. Et elle terminait sa lettre en s'adressant directement à cette nouvelle épouse. Avec une phrase presque ironique. « Ma chérie, je suis très heureuse pour toi car tu hérites de mon dur labeur. » Cette phrase, elle m'est restée dans la tête parce qu'elle résumait tout. Elle n'avait pas seulement perdu un mari. Dans son esprit, elle avait perdu 10 années. 10 années pendant lesquelles elle avait cru construire avec quelqu'un. Et elle découvrait finalement qu'elle avait peut-être construit pour quelqu'un. Elle voulait construire avec lui. Avant la lettre, avant le divorce, avant les avocats, avant les accusations, il y avait simplement une jeune femme. Appelons-la Nadia. Nadia avait toujours été une femme travailleuse. Elle avait cette mentalité de femme qui disait « Si je veux quelque chose, je vais travailler pour l'avoir ». Elle n'attendait pas qu'on lui donne, elle avançait. Elle avait quitté son pays avec des rêves plein la tête. Elle voulait réussir. Elle voulait une belle maison, une famille, des enfants et surtout, elle voulait un homme avec lequel elle pourrait construire. C'est justement là qu'elle rencontra Marc. Lorsqu'elle le rencontra, Marc n'avait pas grand-chose. Pas de grande maison, pas de voiture luxueuse, pas de carrière prestigieuse, mais il avait un discours. Et parfois, le discours suffit à séduire quelqu'un. Un soir, assis dans un petit restaurant, il lui parla de son avenir. « Nadia, moi, je ne veux pas rester comme ça. » Elle sourit. « Comment ça? »« Je vais devenir médecin. » Elle le regarda. « Médecin? »« Oui. »« Tu es sérieux? »« Très sérieux. » Il posa ses mains sur la table. « Je sais que je pars de loin, mais donne-moi une chance, je vais travailler, je vais étudier. Un jour, tu seras fier de moi. » Nadia le regarda longuement. Elle ne voyait pas l'homme qu'il était. Elle voyait l'homme qu'il pouvait devenir.
Et c'est là que tout commença. On va construire ensemble. Après leur mariage, les difficultés commencèrent rapidement. Marc étudiait, Nadia travaillait. Elle rentrait épuisée, parfois à 10 heures du soir, parfois plus tard. Mais lorsqu'elle rentrait, Marc était encore devant ses livres. Un soir, elle posa son sac. « Tu as mangé ?» Marc ne répondit pas. « Marc ?» « Non. » Elle soupira. « Pourquoi tu n'as rien mangé ?»« Je dois finir ce chapitre. » Elle regarda l'heure. Puis elle regarda son mari. Bon. Elle retourna dans la cuisine. Elle prépara quelque chose. Elle lui apporta une assiette. « Mange. »« Merci. » Elle allait partir. « Nadia? »« Oui. »« Un jour, je vais te rendre tout ça. » Elle sourit. « Je ne fais pas ça pour que tu me rembourses. Je sais. Je veux simplement qu'on réussisse. » Marc lui prit la main. « On va réussir. » Elle le croyait. C'est ça qui est terrible avec certaines histoires. Les victimes ne sont pas forcément naïves. Elles sont parfois simplement sincères. Nadia ne pensait pas « Je vais financer un homme qui va m'abandonner. » Elle pensait « Je vais aider mon mari à devenir l'homme que nous voulons qu'il soit. » La nuance est immense. La machine à sacrifice. Les années passèrent. Nadia travaillait, Marc étudiait. Puis les enfants arrivèrent. Et soudain, Nadia n'était pas plus seulement épouse. Elle était devenue mère, travailleuse, gestionnaire, cuisinière, chauffeuse, organisatrice, soutien financier et parfois même professeur particulier. Une nuit, Marc travaillait sur un devoir. « Nadia, tu peux regarder ça ?» Elle était épuisée. « Maintenant, s'il te plaît. » Elle s'assit. « Montre-moi. » Elle passa 1 heure avec lui. Puis 2. À 3 heures du matin, elle ferma finalement l'ordinateur. Voilà. Marc sourit. « Merci. » Elle se leva. « Je vais dormir. Tu es extraordinaire. » Elle sourit. « Je veux juste qu'on réussisse. » Et cette phrase devient presque sa devise. « Je veux juste qu'on réussisse. » Elle acceptait tout parce qu'elle croyait que le sacrifice avait une date d'expiration. Elle croyait qu'un jour Marc réussirait et qu'après cette réussite, la vie commencerait enfin pour eux. Les petites choses qui commencent à faire mal, mais il y avait des choses que Nadia ne disait pas. Elle remarquait, elle accumulait, elle observait. Marc commençait à parler différemment. « Pourquoi tu as acheté ça? » « Parce que j'en avais besoin. »« Tu avais vraiment besoin de ça? » Elle le regardait. « Marc, je travaille. »« Je sais. »« Alors pourquoi tu me poses cette question? »« Parce qu'on doit économiser. » Elle resta silencieuse. Quelques minutes plus tard. « Tu sais combien coûte une ceinture comme celle-là? » Nadia fronça les sourcils. « Oui. »« Tu pouvais acheter quelque chose de moins cher. » Elle regarda son sac. « C'est mon argent. » Silence. Marc répondit calmement. « Notre argent. » Cette phrase resta suspendue. « Notre argent. » Mais lorsque les dépenses arrivaient, il y avait parfois une curieuse différence entre notre argent et mon argent. Les enfants grandissaient, les factures aussi. Nadia travaillait toujours. Marc avançait dans ses études. Mais progressivement, elle commença à ressentir quelque chose. Elle ne savait pas encore mettre un mot dessus. Elle avait l'impression d'être devenue la locomotive et Marc, le passager. Un jour, tu me remercieras. Un soir, Nadia craqua. « Marc !»« Oui, je suis fatiguée. » Il leva les yeux. « Je sais. »« Non, tu ne sais pas. » Il la regarda. « Je travaille toute la journée. Je m'occupe des enfants. Je paie les factures. Je t'aide avec tes études. Je rentre ici et je continue. » Marc resta silencieux. « Tu crois que je ne vois pas tes sacrifices? Alors pourquoi est-ce que j'ai parfois l'impression d'être seule? » Il soupira. « Nadia, tu savais que mes études seraient difficiles. »« Oui. »« Tu m'avais dit qu'on allait construire ensemble. »« Oui. » « Alors pourquoi tu te plains maintenant? » Elle resta figée. Cette phrase lui fit plus mal que tout le reste, parce qu'elle n'avait pas demandé de médaille. Elle ne demandait pas qu'on lui
qu'on lui embrasse les pieds. Elle voulait simplement sentir que son sacrifice avait une valeur. Elle murmura, « Je ne me plains pas. » Alors, elle essuya une larme. « J'aimerais juste que tu n'oublies jamais qui était là quand tu n'avais rien. » Marc se leva. « Je n'oublierai jamais. » Elle voulait le croire encore. Le jour où il devient médecin. Puis arriva enfin le jour qu'ils attendaient. Marc avait terminé ses études. Il avait obtenu son statut professionnel. Il pouvait maintenant exercer. Nadia était fière. Elle pleurait. Elle regardait son mari en tenue professionnelle. « Tu l'as fait ?» Marc sourit. « On l'a fait. » Elle s'approcha. « Non. » Elle posa sa main sur son cœur. « Toi, tu l'as fait. »« Nous. » Elle sourit. « D'accord. » Ils se prirent dans les bras pendant quelques minutes. Tout semblait parfait. Elle oubliait les nuits blanches, les factures, les sacrifices, les repas, les disputes. Elle se disait, « Ça y est, maintenant notre vie commence. » Mais elle ignorait encore une chose. Parfois, lorsqu'une personne atteint enfin la destination qu'elle avait annoncée, elle ne regarde plus ceux qui ont voyagé avec elle. Elle regarde la prochaine destination. Le nouvel homme. Marc commença à gagner de l'argent. Il changea. Nadia le remarqua. Les vêtements, les fréquentations, les sorties, le comportement. Un jour, elle lui dit, « Tu as changé. » Il lui répondit, « Tout le monde change. »« Pas comme ça. » « Tu veux dire quoi? »« Je ne te reconnais plus. » Marc sourit. « Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu. » Cette phrase fit froid dans le dos de Nadia. Elle répondit, « C'est peut-être ça le problème. » La femme dans l'ombre. Il y avait aussi une autre femme. Nadia le sentait. Les appels, les messages, les absences, les excuses. « Je suis occupée. Je travaille. Je suis avec des collègues. » Mais quelque chose avait changé. Un soir, Nadia regarda son mari. « Est-ce qu'il y a quelqu'un? » Marc se figea. « Qu'est-ce que tu racontes? » Réponds-moi. Tu deviens paranoïaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il détourna les yeux. Non. Nadia savait. Mais elle ne pouvait pas encore le prouver. Et parfois, le cœur comprend avant le cerveau. Le divorce. Le jour où Marc demanda le divorce, Nadia eut l'impression que quelqu'un lui avait retiré le sol sous les pieds. « Tu veux divorcer? » « Oui. »« Pourquoi? » « Je pense que nous sommes arrivés au bout. » Elle le regarda. « Après 10 ans? » « Oui. »« Après tout ce que j'ai fait? » Silence. « Marc ?» Elle se mit à pleurer. « Regarde-moi. » Il ne répondit pas. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne te souviens de rien. » Il finit par lever la tête. « Je me souviens. Alors pourquoi? » Il répondit. « Parce que je veux être heureux. » Elle recula, comme si elle venait de recevoir une gifle. « Et moi? » Nadia. « Et moi? J'étais quoi pendant 10 ans? » Il ne répondit pas. « Une étape? » Silence. « Une infirmière? » Silence. « Une banque? » Silence. Elle murmura. « Une femme de ménage? » Marc baissa les yeux. Elle comprit. Elle n'obtiendrait aucune réponse. Le chèque. Le divorce devient une bataille. Les avocats, les documents, les comptes, les biens. Marc voulait une partie importante de ce que Nadia avait accumulé. Elle refusait. « Ce sont mes économies. Nous étions mariés. Et pendant que tu étudiais, qui travaillait? Nous étions mariés. Qui payait? » Silence. Qui s'occupait des enfants? Silence. Qui t'a aidé à payer tes études? Marc répondit. Tu l'as fait volontairement. Nadia resta bouche bée. Oui. Elle prit une respiration. Je l'ai faite volontairement. Puis elle le regarda. Mais je ne savais pas que je finançais ma propre disparition. La nouvelle femme. 3 mois après le divorce, Nadia apprit la nouvelle. Marc était fiancé.
Elle resta devant son téléphone. Elle relut le message, puis elle éclata de rire. Un rire étrange, un rire qui n'avait rien de joyeux. Sa sœur était à côté d'elle. Nadia, elle ne répondait pas. Nadia, 3 mois. Quoi? 3 mois. De quoi tu parles? Elle montra le téléphone. Il est fiancé. Sa sœur resta silencieuse. Nadia sourit. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Je pensais qu'il lui faudrait du temps pour se reconstruire. Elle posa son téléphone. Apparemment, il était déjà reconstruit. Sa sœur prit sa main. Laisse tomber. Nadia secoua la tête. Non. Nadia, je ne vais pas l'appeler. Alors, elle regarda l'écran. Je vais écrire. La lettre. Cette nuit-là, Nadia s'assit devant son ordinateur. Elle commença à écrire une phrase, puis une autre, puis les souvenirs remontèrent. Les années, les enfants, les factures, les études, les sacrifices. Elle écrivait et pleurait. Elle s'arrêta plusieurs fois, puis reprit. Et finalement, elle écrivit. Après 10 années d'esclavage. Elle s'arrêta. Ses doigts tremblaient. Elle aurait pu supprimer. Elle aurait pu garder le silence. Mais elle continua. Elle raconta tout. Elle parla du chèque. Elle parla des biens. Elle parla des enfants. Elle parla des études. Elle parla de tout ce qu'elle estimait avoir donné. Puis elle s'adressa à la nouvelle épouse. Ma chérie. Elle écrivit. Je suis très heureuse pour toi car tu hérites de mon dur labeur. Elle relut. Elle pleura. Puis elle publia. Internet explose. Le lendemain matin, son téléphone était rempli de notifications. 10 messages, 1000, puis davantage. Les commentaires se multipliaient. Une femme écrivait. Ma sœur, j'ai vécu exactement la même chose. Une autre. J'ai payé les études de mon mari aujourd'hui. Il vit avec une autre femme. Une troisième. C'est pour ça que je ne veux plus jamais construire avec quelqu'un. Mais les hommes répondaient également. Elle présente seulement sa version. Un mariage, c'est 2 personnes. Elle veut faire passer son ex pour un monstre. Et certains commentaires étaient particulièrement violents. Nadia posa son téléphone. Elle regarda le plafond. Elle venait de comprendre quelque chose. Quand tu racontes une histoire personnelle publiquement, tu ne contrôles plus ce que les gens vont en faire. Ta douleur devient un débat. Ton mariage devient un spectacle. Ton chagrin devient une bataille idéologique. La phrase qui divise. C'est à ce moment qu'une autre voix entra dans le débat. Une voix beaucoup plus provocatrice. Une voix qui disait « J'ai déjà dit aux femmes de fuir les hommes pauvres. Elles croient que je blague. » Et cette phrase allait provoquer une véritable tempête. La personne expliquait. Un homme reste avec la femme pour qui il investit. Et une femme reste avec l'homme qui la stimule émotionnellement. Puis venait la partie la plus controversée. Plus un homme est pauvre financièrement, plus il est bête, aigri, méchant, jaloux et ignorant. Les commentaires explosèrent. Mais c'est quoi cette folie? Vous confondez pauvreté et personnalité. Elle a raison. Non, elle raconte n'importe quoi. Une femme doit laisser les hommes pauvres tranquilles. Et les femmes pauvres alors? La discussion devient incontrôlable. Mais derrière cette polémique, il y avait une question beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce qui détruit réellement une relation? Le manque d'argent ou le manque de responsabilité? Le vrai problème, parce qu'il faut être honnête, un homme peut être pauvre et digne. Il peut avoir peu d'argent, mais énormément de discipline. Il peut ne pas avoir de voiture, mais avoir un projet. Il peut vivre dans un petit appartement, mais travailler chaque jour pour améliorer sa situation. Il peut commencer avec 0 sans vouloir rester à 0. Et inversement, un homme peut avoir beaucoup d'argent et être absolument incapable d'aimer correctement. La vraie question n'est donc pas simplement « Combien as-tu dans ton compte bancaire ?» La question est « Que fais-tu de ta situation ?» Marc n'avait peut-être pas commencé avec beaucoup, mais selon le récit de Nadia, ce qui lui faisait mal n'était pas seulement sa pauvreté, c'était son absence de contribution, son absence de reconnaissance.
son refus présumé de participer à certaines responsabilités. Et surtout, la sensation qu'elle portait seule un projet présenté comme commun. Tu m'as utilisé. Quelques semaines plus tard, Nadia rencontra son ex-mari une dernière fois. Ils étaient dans un café. Marc avait demandé cette rencontre. Tu voulais me voir? Oui. Pourquoi? Ta lettre. Elle baissa les yeux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu m'as humilié publiquement. Nadia releva la tête. Et moi, tu crois que je n'ai pas été humiliée? Je n'ai jamais demandé que tu racontes tout. Elle sourit tristement. Non. Alors pourquoi? Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis, parce que pendant 10 ans, j'ai fermé ma bouche. Marc ne répondit pas. Pendant 10 ans, j'ai protégé ton image. Elle posa sa main sur la table. Quand les gens te félicitaient, je souriais. Quand ils disaient que tu avais réussi seul, je ne corrigeais personne. Quand ils disaient que tu étais un homme extraordinaire, je gardais le silence. Marc murmura. Je t'ai toujours respecté. Elle le regarda. Alors pourquoi est-ce que je me suis sentie aussi seule? Il n'eut aucune réponse. Nadia continua. Tu sais, ce qui m'a détruite? Quoi? Ce n'est pas que tu sois partie. Elle inspira. C'est que tu sois partie après avoir pris la meilleure version de toi-même que j'avais contribué à construire. Silence. Et que tu sois allé offrir cette version à une autre femme. Marc baissa les yeux. Cette fois, il ne trouva rien à dire. La nouvelle épouse. Quelques mois plus tard, Nadia reçut un message. C'était la nouvelle épouse. Elle avait longtemps hésité avant d'écrire. Finalement. Bonjour Nadia. Nadia regarda le message. Bonjour. Je sais que tu n'as probablement aucune raison de me parler. Pourquoi tu m'écris? Silence. Puis, parce que je veux comprendre. Nadia resta devant l'écran. Comprendre quoi? Ce qui s'est réellement passé. Nadia ferma les yeux. Elle aurait pu répondre avec haine. Elle aurait pu lui dire « Tu as pris ma place », mais elle répondit simplement « Tu n'as pas pris ma place ». La jeune femme resta silencieuse. Nadia continua. Personne ne prend la place de quelqu'un d'autre. Chaque relation est différente. Alors, pourquoi ta lettre? Nadia réfléchit. Parce que je voulais qu'il comprenne que derrière sa réussite, il y avait une femme qu'il avait cessé de voir. La nouvelle épouse répondit. Et maintenant? Nadia regarda longtemps l'écran, puis elle écrivit. Maintenant, je dois apprendre à me voir moi-même. La femme qui avait tout donné. Les mois passèrent. Nadia commença une thérapie. Elle recommença à sortir. Elle voyagea. Elle se remit à rire. Elle acheta des choses pour elle sans demander la permission. Un jour, elle entra dans une boutique. Elle regarda une robe. La vendeuse demanda « Vous voulez l'essayer ?» Nadia sourit. « Oui. » Elle entra dans la cabine. Elle enfila la robe. Elle se regarda dans le miroir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se demanda pas « Est-ce que Marc va aimer ?» Elle se demanda « Est-ce que moi, j'aime ?» Elle sourit « Oui. » Elle acheta la robe. Et sortie du magasin, elle appela sa sœur. « Tu sais quoi? »« Quoi? » ?»« Je viens de réaliser quelque chose. »« Quoi? » ?»« Pendant 10 ans, je pensais que je construisais une famille. » Elle marqua une pause. « En réalité, je m'étais complètement oubliée. » La leçon. Alors oui, cette histoire peut être racontée comme une histoire de femme qui devrait éviter les hommes pauvres, mais ce serait trop facile. Parce qu'une personne pauvre n'est pas automatiquement mauvaise et une personne riche n'est pas automatiquement bonne non plus. Le véritable danger, c'est de rencontrer quelqu'un qui veut les bénéfices de ton sacrifice sans accepter les responsabilités qui vont avec. Le problème commence lorsque l'un dit « nous allons construire ensemble », mais que dans les faits, un seul construit, un seul paie, un seul travaille, un seul se prive, un seul élève les enfants, un seul fait les sacrifices. Et pendant que cette personne construit, l'autre attend, puis un jour, l'autre récolte.
Ne confondez pas potentiel et réalité. Il y a une phrase que beaucoup de personnes devraient apprendre. Ne tombe pas amoureux uniquement du potentiel de quelqu'un, parce que le potentiel n'est pas encore la réalité. Un homme peut dire « Un jour, je serai médecin ». Très bien, mais demande « Que fais-tu aujourd'hui pour le devenir ?» Une femme peut dire « Un jour, je vais réussir ». Très bien, mais demande « Que fais-tu aujourd'hui ?» Les rêves sont magnifiques, mais les actes sont les preuves. Nadia avait investi dans un projet, mais elle avait peut-être oublié de vérifier une chose essentielle. Est-ce que l'homme qu'elle aidait était réellement capable de construire avec elle? La lettre qu'elle n'a jamais publiée. Quelques années plus tard, Nadia écrivit une deuxième lettre, mais cette fois, elle ne la publia jamais. Elle l'avait intitulée « À la femme que j'étais ». Elle écrivait « Ma chère Nadia, tu pensais que l'amour signifiait supporter. Tu pensais que l'amour signifiait financer. Tu pensais que l'amour signifiait sauver. Tu pensais que si tu donnais suffisamment, quelqu'un finirait forcément par comprendre ta valeur. Tu avais tort. L'amour n'est pas un investissement financier dans l'autre, dont l'autre te doit automatiquement un rendement. Mais l'amour n'est pas non plus une prison où une seule personne travaille pendant que l'autre consomme. Tu avais le droit d'aider. Tu avais le droit de croire. Tu avais le droit de construire. Mais tu avais aussi le droit de demander. Et toi, qu'est-ce que tu apportes? Tu avais le droit de partir lorsque la relation devenait déséquilibrée. Tu avais le droit de dire non. Tu avais le droit de penser à toi. Et surtout, tu avais le droit de ne pas sacrifier 10 années de ta vie pour prouver que tu savais aimer. Nadia posa son stylo. Elle regarda par la fenêtre. Le soleil descendait. Elle sourit. Elle n'avait pas récupéré ces 10 années. Personne ne pouvait les lui rendre. Mais elle avait récupéré quelque chose elle-même. Et c'est là que moi, je vous donne rendez-vous. Parce que cette histoire soulève une question qui dérange. Et je vais vous la poser franchement. Est-ce qu'il faut fuir les hommes pauvres? Je vais vous dire quelque chose. Fuyez surtout les personnes qui veulent vivre votre vie à votre place. Fuyez celui ou celle qui vous demande de tout donner, mais qui refuse de construire. Fuyez la personne qui transforme votre générosité en obligation. Fuyez la personne qui vous fait croire que parce que vous l'avez aidée, vous devez continuer à la sauver indéfiniment. Mais surtout, apprenez à distinguer un homme pauvre d'un homme sans projet. Ce n'est pas la même chose. Un homme peut commencer avec 0, mais s'il travaille, s'il apprend, s'il avance, s'il prend ses responsabilités, s'il respecte sa femme et s'il participe à la construction du foyer, alors il n'est pas forcément un mauvais investissement. À l'inverse, un homme peut gagner 20 000 $ par mois et être une catastrophe humaine. L'argent ne garantit pas la loyauté, mais une chose est certaine, l'amour ne doit jamais devenir une excuse pour exploiter quelqu'un. Et si tu es une femme qui travaille 16 heures par jour, qui paie les factures, qui élève les enfants, qui finance les rêves de son conjoint, qui supporte tout, pose-toi simplement cette question. Est-ce que nous construisons ensemble ou est-ce que je suis en train de construire sa vie pendant qu'il prépare la sienne? Parce que parfois, la plus grande erreur n'est pas d'avoir aimé un homme pauvre. La plus grande erreur, c'est d'avoir confondu amour et sauvetage. Et parfois, quand tu sauves quelqu'un pendant 10 ans, il arrive qu'au moment où il n'a plus besoin d'être sauvé, il oublie qui lui a tendu la main. Et c'est là que tu comprends une vérité extrêmement douloureuse. Tu peux être indispensable à la construction d'une personne sans être indispensable à sa vie. Nadia avait construit, Marc était parti, mais elle devait maintenant reconstruire. Pas un homme, pas une carrière, pas un mariage, elle-même. Et cette fois, elle n'allait demander la permission à personne. Je te donne rendez-vous au sommet. On se retrouve pour la prochaine histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de mettre un like et aussi laissez-moi savoir si vous avez vous avez des témoignages ou vécu des expériences similaires.
On se retrouve au prochain. À la prochaine histoire.